Bienvenue, Maurice Lévy. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes venu directement en moto, vous repartez en moto parce que vous commencez tôt à Vivatech. C'est un succès, j'y étais hier, qui m'a surpris, considérable. Et vous avez des signes de cela? Ah oui, absolument. C'est un succès qui devient planétaire. Et plus de 160 pays en ont parlé. On est déjà à 450 millions de pages vues. Et hier, c'était juste impossible de marcher. On marchait sur les pieds de chacun. Vous en êtes presque vous-même surpris. Oui, oui. J'ai été très surpris par l'accélération du succès. Il ne faut pas oublier que c'est une opération qu'on a montée que l'année dernière. Et quand nous avons eu cette idée avec Francis Morel des Échos, on s'est retrouvé face à un scepticisme général. Beaucoup de gens ont cru que ça n'allait pas marcher. Donc il faut accepter le risque, les risques d'échec. Absolument. Et ça, là, cette fois-ci, ça a marché. Et ces 3 jours d'effervescence, il faut dire qu'il y a 5000, c'est ça, 5000 startups. 5000 startups. Il y a des conférences, etc. etc. Et on a l'impression aussi que c'est l'occasion d'un dialogue, compétition ou confrontation entre les États-Unis, la Chine, un peu l'Europe et la France à travers l'Europe. Un peu l'Europe, comme vous le dites, effectivement. C'est un marché qui est dominé par les Américains, avec les fameux GAFA et puis une tétraflopée d'autres entreprises. Il ne faut pas se tromper. On est en train de parler des GAFA parce que c'est vrai que Google, Amazon, Facebook, mais c'est eux qui sont les dominateurs, qui ont une position hégémonique. Ils ont une position extrêmement forte, mais il ne faut pas se tromper. Les Chinois sont très puissants. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais rejoindre à moto, comme vous l'avez souligné, Daniel Zhang, le CEO d'Alibaba. Hier, Yan Qingyang, le CEO de Lenovo, était là. Et les gens de Tencent ont fait une présentation absolument éblouissante sur les innovations. Donc on voit bien que ça se passe entre les Chinois et les Américains. Il y a les Israéliens qui réussissent à tirer leur épingle du jeu extrêmement bien. D'ailleurs, à midi, il y a un grand débat israélien où des start-up vont nous montrer un peu tout ce qu'elles font. Elles ne vont pas tout dire, elles vont pas tout dire, parce qu'en matière de défense, ils sont aussi elles ne disent pas tout ce qui est militaire. Bon, mais c'est ne disent pas tout. Un peu normal. Et cette année, Viva Technologies fait la part belle à l'intelligence artificielle. Et ces dernières années, il y a des tentatives formidables d'investir dans l'intelligence artificielle. Et pourquoi ça vous semble aujourd'hui être le bon moment, la bonne heure? Alors, parce que c'est du concret. Hein. Mais partout, il y a toujours le moment où les choses se passent. L'intelligence artificielle existe depuis les années 50 et elle commence seulement à pouvoir s'exprimer grâce à la vitesse des ordinateurs. Et demain, avec l'ordinateur quantique, on va aller encore beaucoup plus vite. Et le cerveau humain est un cerveau qui marche de manière absolument extraordinaire. On n'a pas encore réussi à comprendre la manière dont il fonctionne complètement. Et l'intelligence artificielle, c'est la réplique du cerveau humain en essayant d'accélérer. La somme ou l'addition de différents cerveaux humains qui donnent absolument l'intelligence artificielle. Alors, il y a plusieurs niveaux et il faut savoir qu'à Publicis, nous investissons dans l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup d'équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle et nous avons désigné déjà quelqu'un qui est en charge de ce projet. Ce que fait Atos avec Thierry Breton, ce que font quelques grands groupes européens et mondiaux. Et à votre demande, Eric Hazan de Kinsey a présenté hier un rapport qui était intéressant. Il dit en 2016, pour bien expliquer ce que vous dites entre le dialogue Europe, Chine, États-Unis, en 2016, 40 milliards de dollars ont été investis dans l'intelligence artificielle. 26 milliards en Amérique, une dizaine en Chine. L'Europe en est à 4 ou 5 milliards. Elle est encore à la traîne. Et la France, qui balbutiait, commence à accélérer. Et vous souhaitez qu'elle s'engage avec un rythme soutenu. Absolument, d'autant plus que quand vous regardez qui dirige les départements d'intelligence artificielle chez un certain nombre d'entreprises mondiales, vous avez Yann Lecoin chez Facebook. Vous avez un Français aussi chez Google, et les Français ont une position extrêmement forte dans cet univers, et il est très important que nous leur donnions les moyens. C'est là où, d'ailleurs, Emmanuel Macron a lancé
un grand programme hier et qui devrait permettre de financer des projets d'intelligence artificielle. On parlait, il a dit, je crois, 10 milliards. Oui. Les grands groupes français de médias et de publicité l'ont d'ailleurs compris. Ils continuent d'anticiper, c'est-à-dire d'investir pour produire mieux et en même temps inventer sans cesse. Si on n'invente pas, on est fichu. Absolument. Si on est obligé de se réinventer régulièrement et le numérique accélère le rythme d'invention et de remise en cause. Le numérique conduit les entreprises à se transformer et à changer leur façon de travailler. C'est très intéressant de voir que ceci arrive dans tous les secteurs. Par exemple, dans l'univers du luxe, LVMH fait un travail absolument exceptionnel avec les startups. Et tout à l'heure, Bernard Arnault va remettre personnellement un prix à une start-up pour son innovation. Donc on voit bien que l'innovation est quelque chose qui n'épargne aucun secteur, c'est quelque chose qui est au cœur de toute l'économie de demain. Mais elle vient dans des grands groupes puissants qui, quelquefois, lorgnent au repère des start-up localisées, lancées par des jeunes, ils les récupèrent, ils les achètent et ils les intègrent à leur propre développement. Et ça change le mode de fonctionnement des grands groupes. D'ailleurs, à ce sujet, l'originalité de Viva Technologies, c'est le fait d'avoir créé ces labs, comme on les appelle, entre les grands groupes et les startups. Les grands groupes accueillent une cinquantaine, chaque grand groupe accueille une cinquantaine de startups, les aident. Hier, il y avait quelque chose de fascinant, ça a été une session qui a été pilotée par Accel, qui est l'un des plus grands fonds de la Silicon Valley, où ils ont expliqué à un certain nombre de startups comment éviter les écueils et comment réussir. Ça s'appelle Building Winners et comment devenir un winner dans ce secteur. Oui, et c'était absolument formidable. Vous dites le winner, c'est-à-dire le vainqueur, mais ce qui m'a frappé hier en écoutant Emmanuel Macron, c'est qu'il lance une loi pour le droit à l'échec en France. Pourquoi le droit à l'échec, c'est utile pour les entreprises? Mais parce que vous ne pouvez pas prendre... Même pour les particuliers. Oui, une des choses qui frappe à Publicis, par exemple, c'est que le Arrêtez droit... de faire de la pub sur Publicis, au passage. Bah, je veux bien en faire pour d'autres. Hein. Oui, faites-la pour d'autres. Je vais faire pour d'autres. Bon, une des choses qui me frappe chez CNews, par exemple, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'échecs et c'est reparti. Et ça, c'est formidable. Et donc, vous voyez qu'il faut accepter que, si on veut prendre des risques, il faut accepter le risque de perdre. Ouais. Quand on a lancé... Mais dans le système français, on prend des coups, on est humilié, on a des sanctions financières. Et non seulement ça, mais ça a même conduit, il y a des années, quand quelqu'un était en faillite, c'était l'humiliation suprême. Il fallait déménager, il était montré du doigt, on pensait que c'était frauduleux, ça ne pouvait pas être un échec économique normal. Et donc, cette loi, qui n'a pas besoin d'exister en tant que telle, mais dans l'esprit français, c'est absolument indispensable. Cette loi va permettre aux gens de dire oui, je peux échouer et je peux repartir. Ne faisons pas quand même un portrait idyllique parce qu'il y a aussi des pertes d'emplois, etc. Mais on va y venir. Tout à l'heure, ou plutôt hier, le président de la République, on sait qu'il est depuis des années passionné par la révolution numérique parce qu'il pense, et les start-up, que ça peut être créateur d'emplois et de croissance. Il a passé près de 4 heures dans les couloirs, les allées, etc. Et il a fait un discours. Il prend des engagements pour accélérer la connaissance et la pratique de la révolution numérique. Écoutez-le. Nous ne devons plus essayer d'adapter nos systèmes par des réformes, en demandant des efforts. Ce que nous avons à conduire, c'est une révolution en profondeur de nos modèles de pensée. Quand un entrepreneur commence à réussir trop bien, on le jalouse, on dit qu'il y a quelque chose de louche, on le stigmatise et généralement on le fiscalise. C'est terminé. C'est terminé parce qu'un entrepreneur qui s'enrichit, c'est un entrepreneur qui est en train de réussir et qui donc fait réussir son pays. Oui, mais là, il faut s'adresser aussi aux PME, aux TPE, parce que ce qui est possible pour les grands, il faut que ce soit possible pour les petits ou les moyens. Mais c'est le propre des start-up. Les start-up, c'est quoi au point de départ? C'est 3 personnes, c'est 2 personnes, c'est une idée. On reprend Viva Technologies, c'était quoi? C'était d'abord une idée, c'est tout. Ce n'était qu'une idée. Il fallait faire la même chose que ce que faisaient d'autres et aller encore plus loin et le réussir en France.
Et on l'a réussi. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui réussissent ça. Et il y a beaucoup de TPE et de PME qui s'accrochent à l'idée des startups et qui s'engagent là-dessus. Vous avez dit si et il faut aller plus loin. L'intelligence artificielle se développe et intéresse de plus en plus de monde. C'est parce que les ordinateurs sont de plus en plus rapides et qu'il y a des volumes de données qui ne cessent de croître, d'être numérisés, stockés et d'avoir des prix. Parce qu'on dit que les données sont la richesse, ou je ne veux pas dire le pétrole, mais en tout cas les ressources et la valeur de demain. Les données. Absolument. Et c'est pour ça que moi, je suis partisan d'une idée extrêmement simple. Si vous prenez la valeur des grandes entreprises mondiales, on a parlé des GAFA, sans les données et sans l'accès à ces données, leur valeur se réduirait de 40, 50 ou 80%. Et mon idée, c'est que chaque citoyen devrait avoir un compte donné et que chaque citoyen dont on utiliserait les données devrait avoir un retour sur ces données. Et tout comme, finalement... Parce que les données, elles nous échappent, elles sont prises et contrôlées par les prédateurs ou les hégémoniques. Pas les prédateurs, non, ils ne sont pas prédateurs. On va reconnaître qu'ils les stockent. Peut-être qu'ils nous fichent, ils nous surveillent et qu'il y a des gens qui ont ces craintes-là. Non, il ne faut pas aller dans ces fantasmes-là. De toute façon, les données existent, elles sont utilisées commercialement. Et moi, il me semble qu'il est assez normal que celui qui est à l'origine de la donnée, donc si je m'adresse à Jean-Pierre Elkabbach et si, à partir d'un certain nombre de fichiers, je vais lui envoyer des messages publicitaires, je trouve assez normal que Jean-Pierre Elkabbach puisse bénéficier de cela. N'est-ce pas Romain et Grili, etc. Mais absolument, et il devra en bénéficier. C'est-à-dire chaque citoyen. Et chaque citoyen devra avoir un compte donné. En même temps. Et la manne publicitaire devrait leur revenir pour une partie. Ça, c'est une bonne idée. Voilà une idée de start-up et faites-la réussir. Mais je vais la faire réussir. Éric Hazan disait hier aussi, à propos de l'impact de l'intelligence artificielle, il y a 20% des entreprises qui l'utilisent et qui voient aujourd'hui leur marge augmenter de 3 à 15%. C'est-à-dire tout votre système rapporte. Et avant de dire dans quoi ça s'applique et où on voit déjà aujourd'hui des transformations, il est intéressant de dire qu'il y a une phase de réduction des emplois. Les emplois vont parfois disparaître. Est-ce que ce sont des emplois, des jobs, ou est-ce que ce sont des tâches qui étaient les plus pénibles qui vont s'en aller? Alors, pour l'instant, c'est très difficile de prévoir. Ce qui est dit selon cette étude de McKinsey, qui est d'ailleurs une étude très très bien faite, c'est qu'il y aurait à peu près 5% des emplois les plus pénibles qui seraient supprimés et que ça ne représenterait que 5% du fait de la robotique. Je ne sais pas si c'est le cas, personne ne sait avec précision comment les choses se passent, d'autant plus que dès que vous mettez en route un tel processus, vous avez une accélération de l'innovation et à partir de là, il y a un système qui s'impose et qui prend de lui-même sa dimension. Ouais. Donc il va y avoir des destructions d'emplois et c'est une préoccupation. D'ailleurs, samedi, Viva Technologie est ouvert au grand public et il y a une session dédiée à l'emploi de demain. Et d'ailleurs, dès hier, aujourd'hui et demain, il y a des job dating, comme on dit, où les gens vont pouvoir se présenter. Il y a des jobs qui leur sont présentés, qui leur sont proposés. Ils sont interviewés sur place et ils sont recrutés sur place. Oui, mais vous n'allez pas faire baisser le chômage à vous seul, cher Maurice Lévy. Non, mais je ne cherche pas à faire... Mais toutes les tentatives. Je suis pas mais il faut bien reconnaître qu'il y a une destruction d'emplois dans un premier temps. Mais est-ce que vous garantissez un retour et après peut-être une croissance avec des emplois nouveaux dans des domaines auxquels on ne pense même pas peut-être aujourd'hui? Mais l'homme a toujours su innover, inventer et trouver des solutions de survie et trouver des solutions pour l'emploi, pour faire en sorte que les ressources soient bien exploitées. On va se trouver avec des problèmes gigantesques. 9 milliards, 10 milliards d'habitants sur la planète. Comment est-ce qu'on va les nourrir, etc. Il y a énormément de ressources, donc, il y a énormément d'innovation. À l'invention et à l'innovation. C'est ce que l'homme a été. L'homme a été parfait à inventer. Très rapidement, c'est qu'il y a d'abord, ça se passe dans des domaines clés et dans des secteurs les plus concrets. Par exemple, la voiture. Dans le domaine de la voiture, elles seront bientôt presque toutes électriques, sans chauffeur, les camions aussi. Et vous avez présenté hier une voiture assez inouïe. Oui, c'est intéressant parce que c'est d'abord la preuve que la collaboration se fait entre 3 pays, l'Allemagne,
c'est une BMW. La France, Valeo. Les États-Unis, Cisco. Et qu'est-ce que fait cette voiture? Vous la mettez devant un garage et elle va trouver sa place et elle va se garer. Et vous revenez et elle va revenir vers vous et vous ne saurez même pas où elle est garée. Vous la sifflez. Et vous la sifflez. Vous l'appelez et vous lui dites... Dans les télécoms, dans les transports, la SNCF va expérimenter bientôt des trains sans conducteur. Sans conducteur. Il y aura des avions sans pilote. Et puis il y a les Sea Bubbles, les bulles du fou furieux Alain Thiébaut, qui avait l'hydroptère autrefois, et les bulles vont être commercialisées. On les montre à l'image en ce moment. Elles annoncent des taxis propres, électriques, silencieux dans les grandes villes côtières et sur les fleuves. Et à Paris, le premier test de bulles d'Alain Thiébaut aura lieu en septembre sur la Seine. Et CNews sera naturellement présent. Et j'y serai avec vous. Ah ben c'est très bien. Absolument. Et puis à la santé, la télémédecine, la prévention, les banques, j'ai vu qu'il y a des problèmes dans les banques, le droit, l'énergie et de plus en plus de robots de différentes tailles, vous en avez montré, de vocations différentes et qui accompagnent les gens avec des liens directs avec le public, avec les personnes âgées, avec les enfants, etc. Et à Vivatech, vous avez aussi décrit un monde qui est en révolution permanente, mais même pour le commerce. On voit que le e-commerce va se développer. Mais est-ce qu'il va bouffer ou écraser le commerce, les boutiques, les magasins ? Mais c'est là où, justement, il faudrait que le tout petit commerce ait accès à l'e-commerce. Il faut que tout le monde puisse le faire de façon à ce que ce ne soit pas dominé par deux acteurs mondiaux, l'un américain et l'autre chinois. Et il faut que nous créions les moyens pour que les TPE, les PME et les tout petits commerçants aient accès à la possibilité de vendre partout sur la planète. Et vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Vous êtes venu hier, je vous invite à revenir aujourd'hui. Il y a IBM qui fait une présentation sur l'intelligence artificielle et qui montre de manière extrêmement concrète tout à l'heure comment est-ce qu'on peut l'appliquer à énormément de choses. Que ce soit les modèles prédictifs ou que ce soit tout simplement... Et là, les modèles prédictifs ont un avantage considérable, c'est qu'il ne s'agit pas de remplacer l'homme, il s'agit d'aider l'homme. Et donc, on n'est pas en train de tuer des jobs. On n'est pas en train de tuer des jobs, on est en train de rendre les entreprises plus performantes. Ça, c'est la vision optimiste. Mais il faut être optimiste. C'est pas à vous que je vais dire ça. On découvre, Maurice Lévy, ici, quelques grands groupes européens internationaux, celui de Thierry Breton qui est fou furieux comme vous, lui aussi, à propos des ordinateurs quantiques. Oui, vous prenez les gens qui ont du succès, ils sont tous des fous furieux. Ouais. À mon exception près. Ouais. Donc je me mets en dehors. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont des rêves et qui ont des idées absolument fabuleuses sont en train de réussir. Et prenez quelqu'un comme Mark Zuckerberg. Quand il crée Facebook, il n'imagine pas qu'il va révolutionner le monde. Et puis très vite, il se rend compte de ce que c'est et il va le plus loin possible. Et d'ailleurs, ce soir, je clôt la journée d'aujourd'hui avec une interview de Sheryl Sandberg. Et on voit bien que tous ces gens... C'est qui? C'est la numéro 2 de Facebook. Sheryl Sandberg, elle a écrit un bouquin, vous la connaissez bien, vous l'avez interviewée. Il faut préciser. Oui, bon, mais on voit la machine qui voit, et qui voit de plus en plus loin. Mais bien sûr. On voit la machine qui parle, la machine qui comprend le langage naturel, et la machine qui, si elle est entraînée ou s'entraîne elle-même, et peut avoir des propriétés nouvelles et différentes. Et qui prévoit. Et la machine qui prévoit le geste suivant. Si vous prenez un exemple très intéressant, c'est Intel a acheté une société israélienne pour 16 milliards de dollars. Qu'est-ce que fait cette société? Cette société est quelque chose de très simple. Vous prenez une voiture, elle a des caméras un peu partout. Non seulement à 160 à l'heure, elle est capable d'éviter tous les accidents possibles, mais elle est capable de prévoir ce qui va se passer après. Et c'est cette vitesse incroyable à laquelle elle décode tout ce qui se passe qui fait que cette société est unique. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'économistes qui refusent que notre avenir soit entre les mains des grands, des Google, etc., qu'on a cités tout à l'heure. Et Emmanuel Macron veut montrer que les politiques peuvent reprendre la main. Mais est-ce que ce n'est pas David contre Goliath, ça? Il appartient justement à beaucoup d'entrepreneurs européens
de fabriquer des start-up qui sont capables de devenir des grands et des géants mondiaux. Alors, personne n'aura l'ambition de pouvoir atteindre les niveaux qui ont été atteints par Alibaba en Chine, par Facebook ou Google aux États-Unis, mais il est possible de créer en Europe, et en particulier en France, des entreprises qui sont capables de se battre et de devenir des acteurs incontournables. Et ça, j'y crois. Il y aura un troisième, Viva Technologie, en 2018 ? Absolument. À peu près à la même époque, on est en train de régler les problèmes de détail pour pouvoir être au même endroit. Et avec des améliorations, on voit déjà tout ce qu'on peut faire de mieux. On a un succès exceptionnel et on veut aller encore plus loin. Et hier, d'ailleurs, le président de la République nous a mis au défi de devenir le premier mondial. Nous sommes d'ores et déjà, deuxième année, le premier européen. Vous imaginez ça ? Personne n'imaginait. Donc c'est une invitation à d'autres groupes, à d'autres entreprises françaises. Absolument. Et aller de se joindre pour aller encore plus loin. Et puis surtout, Viva Technologie, c'est la fête des startups. C'est là où ça se passe pour les startups. Elle rencontre 1600 investisseurs qui sont venus du monde entier. Donc elles peuvent présenter leur dossier, elles peuvent pitcher, comme on dit, et elles peuvent obtenir des financements. Tout ça pour innover et en même temps créer les emplois, j'allais dire de demain, mais d'aujourd'hui qui commencent. Voilà. Oui, mais aussi, c'est très important, Viva Technologie, pourquoi est-ce que nous l'avons souhaité ? Et pourquoi est-ce qu'avec les Échos, on l'a fait ? Parce qu'on veut que Paris soit un centre d'intérêt mondial sur l'univers numérique. On veut que l'innovation soit perçue comme étant à Paris. Merci, et que tout le monde se tourne vers Paris. Pour cet hymne à l'innovation avec le droit à l'échec, etc. Dépêchez-vous, il y a la moto qui vous attend pour rejoindre les Chinois, les Israéliens et les Français. Et les Américains et les Français. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli.